Au palais de Buckingham, les troupes sont reçues par le roi, la reine-mère et Lord French. Voici la reine-mère, veuve du roi Édouard, et Lloyd George. L'effondrement de la Russie, la dernière apparition du tsar et sa famille, puis la révolution suivie du régime de Lénine et de Trotsky. À Moscou, le Kremlin symbolise le cœur de la Russie. Celui qui le détient possède une emprise sur le peuple russe. En 1917, c'est le tsar Nicolas II qui gouverne le pays. Voici les dernières images de cet homme malheureux et de sa famille. À ses côtés se tient son fils, Alexeï, héritier du trône. Derrière lui, ses 4 filles, et dans le fond, son épouse, la tsarine. La famille passe en revue un régiment cosaque devant le palais pour la dernière fois. Le petit tsarevitch, invalide, est atteint d'une maladie incurable. Mais ses souffrances seront bientôt terminées. L'armée du tsar poursuit les combats. Ces Cosaques ont parcouru des milliers de kilomètres à pied à travers les plaines. Dans leurs rangs se trouvent les meilleurs soldats d'Europe, mais ils périront par milliers dans les tranchées russes. Dans les villages derrière les lignes de combat, le peuple meurt de faim. La révolution se prépare. Des soldats blessés rentrent du front et se demandent pourquoi ils devraient continuer à se battre. Sur le front, les troupes commencent à se mutiner. L'armée cesse les combats. Les hommes sont décidés à rentrer chez eux et à se partager la terre et à tuer ceux qui se trouvent sur leur passage. À Moscou, Kerensky dirige le nouveau gouvernement qui ne durera que 6 mois. Puis viennent les 10 jours qui feront trembler le monde. Les masses populaires prennent leur destin en main avec des fusils, des baïonnettes et des mitrailleuses. Des manifestations sont organisées. Sur ces bannières, on peut lire « Rejoignez les bolcheviks ». Les nouveaux héros sont ici. Ces héros anonymes défilent dans les rues. La dynastie des Romanov, vieille de 300 ans, prend fin. L'empire est bafoué. Trotsky organise les troupes et l'armée rouge voit le jour. Le commandant Trotsky passe ses troupes en revue. Au cours de l'hiver, une grande famine frappe la Russie. Malgré les repas fournis par la Croix-Rouge américaine, des millions de personnes continuent à mourir de faim. À Moscou, le Kremlin est recouvert de neige. Derrière ces murs se trouve Lénine, qui dirige à présent le nouveau gouvernement soviétique. Son épouse avait prévu la révolution. Lénine, le voyant, le prophète incorruptible, le père du bolchevisme. De retour en France, le prince de Galles attend sa mère. La reine Mary d'Angleterre visite le front pour la première fois. Elle est accompagnée par le roi. Dans les quartiers généraux britanniques, le roi Albert et la reine Élisabeth de Belgique les rencontrent. Puis, sur les dunes voisines, le roi George V décore les héros de la guerre. Parmi lesquels de vaillants soldats belges. La petite princesse belge, Marie-Josée, épousera le prince héritier italien. Cet homme gouvernera la Belgique. Le roi George V et sir Douglas Haig vont s'entretenir avec le président français, le maréchal Joffre et le général Foch. « Non, ma petite, il est là. Je suis Joffre, monsieur le président. » Ah, merci beaucoup. Tu es très gentil. Ces grands hommes discuteront du commandement commun des forces alliées. Pour la première fois, le roi apparaît décontracté devant la caméra. Herbert Hoover est chargé de l'assistance américaine alimentaire en Belgique. Il déjeune avec André Tardieu. 10 ans plus tard, il sera élu président des États-Unis. À Bruxelles, nous retrouvons le cardinal Mercier.
Le roi Ferdinand de Roumanie passe en revue ses dernières brigades. Von Mackensen détruira cette petite armée près de Bucarest. Voici la reine Marie de Roumanie et sa fille, la princesse Eliana. Le roi Alexandre envoie son armée contre les Bulgares. Le duc de Konov, fils de la reine Victoria, dirige la mission britannique à Salonique. Venizelos, le patriote grec. L'hiver 1917, à la période de Noël, les Britanniques prennent Jérusalem. Le général Allenby, illustre chef de cavalerie, pénètre sur la Terre Sainte. À Bethléem, il visite l'église de la Nativité. Jérusalem capitule. Le nom du général Allenby restera gravé dans l'histoire. En Allemagne, Hindenburg, qui a écrasé le pouvoir russe, est nommé commandant en chef de l'armée allemande. Ludendorff, intendant général de l'armée de première classe, l'accompagne pour conférer avec le Kaiser. Le commandant en chef fait les présentations, puis rend visite aux blessés. Voici ses anciens camarades. Ensemble, 50 ans auparavant, ils ont vaincu la France. Dans ces quartiers généraux, le jour de son 71e anniversaire, le maréchal reçoit la visite de son empereur. 1918, Foch, généralissime des armées alliées de Haig, Pétain, Pershing et Diaz, prépare l'offensive finale contre le Kaiser. Lors de la conférence de Doullens, Ferdinand Foch est nommé généralissime des forces alliées. Ses troupes s'opposeront aux troupes allemandes sur le front français et le front italien. Le maréchal Joffre est le commandant américain. Le roi Vittorio Emanuele est le général Diaz, le commandant italien. Le maréchal Sir Douglas Haig est Pétain, commandant de l'armée française. Et le vieux tigre, Clemenceau, déterminé à emporter la victoire. Le secrétaire de guerre américain, Newton Baker. Le général Bliss est le représentant américain au Conseil de guerre suprême des forces alliées. Le général Bullard commande la première armée américaine. Le général DeJoun commande la marine marchande. Et désormais, le dernier acte de la guerre est prêt à se dérouler. Voici le chef de guerre suprême et son héritier. Hindenburg, le commandant en chef, et Ludendorff, le stratège. Après avoir détruit les troupes russes et affronté la 3e division, l'Allemagne planifie d'écraser les forces britanniques sur un front de 80 km, puis elle s'attaquera aux Français. Les Britanniques savent que l'heure est grave. Les routes et les ponts sont prêts pour permettre l'acheminement de la réserve. Maintenir leur position à tout prix, telle est l'intention des Britanniques qui doivent empêcher les Allemands de progresser. Foch, le généralissime des forces alliées, sait que l'armée britannique aura besoin de renforts. Il décide alors d'envoyer ses réservistes. Le général Pershing s'adresse à ses hommes. Pour l'instant, ils sont relativement calmes, mais eux aussi résisteront et trouveront la mort à Château-Thierry, Soissons et Saint-Mihiel. L'offensive générale se prépare. Dans un village déchiré par la guerre, le jeune Tony Rosebell regarde passer les troupes. L'armée italienne, quant à elle, attaquera les Autrichiens et détruira leur armée le long de la rivière Piave. 300 000 hommes seront faits prisonniers lors de cette grande bataille. Pour riposter à la terrible offensive allemande contre les ports de la Manche, Foch ordonne une contre-attaque générale sur tous les fronts. De nombreuses missions s'organisent sur les champs de bataille. Plus de 50 millions d'hommes s'affrontent. Finalement, les armées des puissances centrales sont écrasées.
Les poilus blessés doivent souvent ramper, se traîner dans les tranchées jusqu'au point de secours. Beaucoup n'y parviennent même pas et meurent sur place. Ceux qui sont pris en charge sont évacués par train-hôpital, puis soignés dans les hôpitaux. Une fois rétablis, ils repartent au front. Les poilus repartent à l'attaque, accompagnés comme toujours par l'artillerie qui tire des tonnes d'obus. La terre est labourée. Puis c'est à nouveau l'attente, tapis dans la tranchée. Ils y passent des jours et des nuits. Ensuite, toujours courir vers l'ennemi, à découvert, sauter de trou en trou. Sur le front, les infirmiers soignent leurs camarades, autant que faire se peut, puis les évacuent vers les hôpitaux. Ils assistent à de véritables scènes de boucherie, dans lesquelles on ne compte plus les amputations. Sur le front, les combattants attendaient cet instant, montre en main. Ceux qui s'observaient et se tiraient dessus depuis des années se serrent la main. Quel gâchis humain, quel gâchis d'énergie, tant de morts et de destruction pour en arriver là. Le 11 novembre, à 11 heures, les hostilités cessent. Fini la guerre, fini la haine et la mort. Les poilus rentrent du front par voie ferrée. Elles sont chaleureusement accueillies dans les gares, partout en France. À Paris, comme dans toutes les grandes capitales des pays alliés de la France, les populations se précipitent dans les rues et laissent éclater leur joie. On chante la Marseillaise, on danse, on s'embrasse. La ville est noire de monde. Les poilus revenus du front parce qu'ils étaient blessés et estropiés sont traités en héros. Ils sont à l'honneur, on les accompagne, on leur offre des fleurs. Oui, si cette guerre est terminée et gagnée, c'est grâce à leur sacrifice. À présent, la page se tourne et une nouvelle génération voit le jour.